À la différence des grands pays d'immigration du monde, l'Europe est un continent d'immigration malgré lui, une caractéristique qu'elle partage avec les pays du Golfe ou avec le Japon. En effet, l'Europe a été pendant très longtemps une terre de départ et est devenue une terre d'accueil, donc du fait de ces manques de main-d'œuvre en France à la fin du XIXe siècle, mais surtout à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et cette réalité, qui n'a pas été seulement une politique d'immigration de travail, ce qu'elle était au début, pendant la période des 30 Glorieuses, 1945-1973, est devenue une immigration de peuplement, chose qui est particulièrement mal acceptée par les Européens. En effet, l'Europe a d'abord connu cet afflux d'immigration de travail après la Deuxième Guerre mondiale, mais même avant pour la France, puisque la France avait entamé son déclin démographique dès la fin du XVIIIe siècle, avec des besoins de main-d'œuvre très importants avec la révolution industrielle dans la deuxième partie du XIXe siècle. Donc c'est un vieux pays d'immigration, alors que les autres pays européens, comme l'Allemagne, les pays du Benelux, ne sont devenus pays d'immigration à partir des années 50. Et le sud de l'Europe, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, étaient des pays d'émigration vers l'Europe, mais vers d'autres destinations aussi, jusqu'aux années 70. Donc on a des entrées dans cette caractéristique migratoire, disons, dispersée dans le temps selon les pays européens. Jusqu'aux années 73, qui est la suspension de l'immigration de travail salarié, l'Europe a surtout connu une immigration de bras, c'est-à-dire de gens peu qualifiés, comme main-d'œuvre, qui repartaient chez eux, revenaient en fonction des besoins du marché du travail. Quand elle a suspendu en 1973 dans certains pays comme l'Allemagne et le Benelux et en 1974 en France son immigration de travail salarié, ça a provoqué une accélération du regroupement familial, parce que les familles, surtout non européennes, sachant qu'elles pourraient plus difficilement revenir, ont fait venir leur famille en Europe au lieu de repartir chez elles. Donc on commence à avoir des questions d'intégration qui sont posées dans les différents pays européens à partir de cette date. Et cette décision donc est corroborée avec la conviction que l'on avait que c'était la fin de l'immigration de masse qu'on avait connue pendant les 30 Glorieuses. Les accords de Schengen de 1985, qui ont été signés dans un petit village du Luxembourg, dans une région frontalière de plusieurs des pays voisins, comme l'Allemagne, le Luxembourg, la France, et donc qui décident de la mise en œuvre d'une libre circulation, libre installation, liberté de travail pour les Européens et d'une fermeture des frontières pour les non-européens, s'inscrivent dans cette logique avec un point de départ qui était fondé sur des scénarios qui se sont révélés être erronés. La première idée, c'était la fin de l'immigration, et donc l'idée que les migrants, surtout non-européens, allaient repartir chez eux. La deuxième idée fausse, c'était qu'il y aurait une substitution des non-européens sur le marché du des Européens sur le marché du travail initialement occupé dans le passé par les non-européens. Il n'y en a pas eu, parce que ces métiers qui sont souvent assez pénibles et mal payés n'ont pas été investis massivement par les Européens, qui d'ailleurs au début ont été peu mobiles à l'intérieur de l'espace européen jusqu'en 2004. Et la troisième hypothèse qui s'est révélée aussi erronée, ça a été non seulement l'échec des politiques de retour, mais aussi l'échec des politiques de développement comme alternative à la migration. Donc aucun des scénarios sur lesquels sont construits les accords de Schengen ne se sont révélés exacts. On est en 1985. En 1989, il y a la chute du mur de Berlin, avec aussi une prédiction de l'invasion par les pays de l'Est de l'Europe de l'Ouest. En réalité, rien de tout ça ne s'est produit. Et comme ces pays ont acquis progressivement d'abord la liberté de circulation en 1991, les accords de Visegrad, et ensuite, à partir de 2004, de façon étalée selon les pays européens, la liberté de travail et d'installation, eh bien, on a eu une sorte d'installation dans la mobilité comme mode de vie. On ouvre les frontières, les gens circulent. On les ferme, on l'a vu dans le passé, les gens s'installent. Donc, on a surtout une installation dans la circulation migratoire des Polonais et des Roumains.
et on va mettre en œuvre ensuite toute une série de dispositifs dissuasifs et répressifs pour les flux migratoires non européens. Après Schengen, on a les sanctions contre les transporteurs en 1990, ainsi que les accords de Dublin qu'on a vus sur l'asile, pour essayer d'avoir une politique européenne commune de l'asile. Et puis ensuite, toute une série d'instruments qui sont développés pour contrôler les frontières, le système d'information Schengen, qui est l'informatisation des données sur les sans-papiers, les déboutés du droit d'asile, les délinquants. Eurodac, donc en 2000, la prise des empreintes digitales des demandeurs d'asile pour éviter les demandes d'asile multiples. Et enfin, Frontex, 2004, qui est la mise en commun des polices des pays européens pour contrôler les frontières externes de l'Europe dans des points très précis, surtout de la Méditerranée, qui en général, à travers les opérations Frontex, portent toutes des noms grecs et qui donc essayent surtout de contrôler plus que de sauver en Méditerranée. Ensuite, d'autres instruments se sont ajoutés à ce dispositif pour continuer dans la dissuasion, notamment des accords bi- et multilatéraux avec les pays non européens pour qu'ils poursuivent le contrôle des frontières en amont, ce qu'on appelle l'externalisation des frontières de l'Europe, donc à travers des accords par lesquels ils s'engagent à reprendre les sans-papiers renvoyés par l'Europe, soit chez eux, soit en les retransitant vers le pays de départ, en échange de politiques de développement ou de visas pour les plus qualifiés.